propositions les plus franches, sans démagogie, sans dogmatisme, pour justement avoir un plan de retrait progressif des forces de l'ordre. Alors aujourd'hui, pour ce qui est des conséquences à tirer, parce que certainement il en faut, hein, le SAES, qui est le syndicat des enseignants du supérieur, réclame la démission non seulement du ministre de l'Intérieur, mais du ministre de l'Enseignement supérieur. Alors, comment un peu vous comprenez cette réaction et, je veux dire, cette demande de ce syndicat et même d'autres étudiants? Oui, vous savez, dans les situations de ce genre, chaque acteur a sa propre perception. Les étudiants ont leur propre perception, les enseignants ont leur perception, le personnel administratif, l'État, les forces de sécurité, le citoyen lambda, les partis politiques, etc., les syndicats, la société civile. Chacun a une position. Et il faut absolument respecter les positions des uns et des autres. Parce que nous sommes en démocratie, parce que nous ne sommes pas obligés d'avoir la même perception d'un même événement. Il faut quand même tirer les conséquences. Oui, je pense qu'il faut tirer les conséquences. Il faut situer absolument les responsabilités. D'abord, dans cette, entre guillemets, dans cette chaîne de décision et d'information, comment cela se fait que un nombre, c'est vrai, résiduel d'étudiants n'ait pas sa bourse depuis quelques mois? Oui. Pourquoi il y a des retards? À quel niveau on peut situer telle ou telle responsabilité? Est-ce que ceux qui sont responsables sont coupables? Ou simplement responsables, ou coupables et responsables à la fois? Ce n'est pas de la théorie, mais c'est juste donner le temps à une enquête minutieuse qui situe les responsabilités. Donc il ne m'appartient pas de dire qu'il faut faire ça et ça, tant que la lumière n'est pas faite sur la chaîne des responsabilités qui a conduit à ce qui s'est passé il y a quelques jours. Donc il faut situer les responsabilités, à mon avis. Deuxièmement, le fait de situer les responsabilités implique aussi, en tout cas comme du point de vue de la gestion de cette situation-là, implique un consensus minimal entre tous les acteurs. C'est-à-dire que tous les acteurs doivent s'accorder, l'État, les syndicats d'enseignants, les étudiants, la société civile, etc., doivent s'accorder autour d'un consensus, doivent réaliser un consensus minimal qui consiste à donner à ceux qui sont chargés de faire la lumière sur cette affaire-là et le temps de le faire. Et qu'ils sortent les conclusions les plus objectives, sans complaisance, afin de donner au chef de l'État les moyens d'une décision qui soit à la fois juste. Mais est-ce que ce serait trop demandé de réclamer la démission du ministre de l'Enseignement supérieur? Parce que peut-être dans d'autres situations ou dans d'autres pays, c'est lui-même qui prend l'initiative ou alors il est démis. Est-ce que c'est effectivement trop demandé, surtout quand les syndicats dont je vous parle en fait une condition sine qua non pour oui, vous savez, bon, compte tenu de ma position, c'est très difficile que je dise, que je m'exprime, enfin que j'apporte une réponse principielle à cette question-là, pour dire oui ou non. Moi, je suis dans ce qu'on peut appeler l'analyse, c'est-à-dire la mise en corrélation de tous les éléments de la situation qui permettent non seulement de situer les responsabilités, mais aussi de prendre les décisions qu'il faut, les décisions nécessaires. Et sur ce plan-là, je pense qu'on peut faire absolument confiance au président de la République. On peut faire confiance au chef de l'État qui a été le premier à réagir par rapport à cette situation. Maintenant, la position du SAES, il n'y a pas que le SAES qui a exprimé cette position, il faut que de démission, il y a d'autres qui l'ont exprimé, mais je pense qu'il faut, à mon avis, laisser, pas le temps au temps, mais laisser le temps de l'épreuve se dérouler.
pour qu'on puisse cerner de façon effective les responsabilités et prendre les mesures les plus adéquates. C'est ça. C'est une situation quand même qui vient s'ajouter à une crise qui était déjà là à l'université, une crise née des réformes qui ont été initiées par le gouvernement. Alors, sous ce rapport, est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui, avec la situation qui vient s'ajouter, comme je le disais, à la crise latente qui était, à une année universitaire, je veux dire, sauvée, parce qu'il y a quand même aujourd'hui lieu de s'interroger sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Sénégal. Oui, vous savez, Omar, il faut, à mon avis, sans doute, engager des concertations autour des réformes préconisées dans l'enseignement supérieur. Je pense que les réformes et les 78 points, mais également les directives, je crois au nombre de 11, du chef de l'État à l'occasion du Conseil présidentiel sur les conclusions de la concertation sur l'enseignement supérieur, doivent être, à mon avis, mieux partagés entre tous les acteurs. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que l'esprit de ces réformes est quelque part aussi d'atteindre un certain niveau de performance et d'excellence de nos institutions universitaires. Parce qu'en réalité, l'augmentation du taux d'inscription a masqué des enjeux essentiels de modernisation, d'adaptation, mais également de création de conditions pour l'excellence et la performance de notre système universitaire et de recherche. Il y a toute une carte, une nouvelle carte universitaire proposée par les réformes et qui va révolutionner complètement et les conditions d'accès à l'université, mais également les conditions entre guillemets de séjour à l'université. De même, cette nouvelle carte universitaire va rendre notre pays extrêmement attrayant en matière de formation, d'enseignement et de recherche. Parce que nous aurons des universités plus ou moins spécialisées en fonction des zones et de leurs spécificités, mais également il y a une cohérence de cette carte-là, n'est-ce pas, qui justement peut redonner un nouveau souffle à notre université, à notre système universitaire. Bon, maintenant, il est évident que, à mon avis, tout processus de réforme génère forcément des résistances, des malentendus, des incompréhensions. Parce que quelque part, dans le système à réformer, il y a des chaînons qui vont perdre du pouvoir. De la même manière, semble-t-il, que dans le système de paiement des bourses, il y a des boursiers dormants qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est une somme énorme, mais qui fait l'affaire de certains dans le système. Et qui donc n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait le principe de transparence et de régularité dans la chaîne, globalement. Et donc, il me semble qu'il est essentiel que l'État, le ministère de l'Enseignement supérieur, les syndicats d'enseignants, les représentants des étudiants, la société civile, mais également le monde économique, les entreprises qui ont intérêt à ce que l'université, ou en tout cas les systèmes de formation, d'enseignement et de recherche produisent des connaissances et des cohortes de compétences au service de l'économie. Alors donc il est important que tous ces acteurs... De créer en quelque sorte les conditions de la réussite de ces réformes-là. Absolument. Oui. Et ce qui n'est pas encore le cas. Oui, mais il faut, à mon avis, pour ça que l'ensemble des acteurs acceptent d'entrer en dialogue, en concertation, pour justement trouver le consensus minimal qui sied afin... parce qu'une réforme réussie, c'est une réforme qui crée le consensus. D'accord. Alors, sous un autre angle, c'est une affaire quand même qui est sérieuse, hein, parce qu'il y a eu mort d'homme, effectivement. Une affaire qui intervient dans un contexte assez particulier, tendu même, j'allais dire, parce que
On a vu les jours qui l'ont précédé, avec cette histoire de traque des biens mal acquis, les convocations d'anciens ministres, etc., et le procès de l'ancien ministre Karim Wade. Récemment, c'est Abdoulaye Baldé qui était convoqué, avec tout le bruit qui a entouré encore cette histoire. On a parlé même depuis le début de cette traque de théâtralisation un peu de la part de l'État. Alors, est-ce que, compte tenu de tout cela, l'État quand même n'a pas obligation, n'a pas intérêt à apaiser quand même la situation? Omar, je pense que la question, elle est essentielle, mais qui doit apaiser? Qui est à l'origine du non-apaisement? Oui. Qui est à l'origine de cette tension? Je vais vous donner un exemple précis. En France, un ancien chef d'État a été convoqué et même gardé à vue. Est-ce que cela a provoqué des manifestations de son camp Nicolas Sarkozy politique? Ça se passe tous les jours. Mais au nom de quoi certains qui ont géré ce pays-là pendant 12 ans et à qui on demande des comptes se croient au-dessus des lois? C'est la grande question au fond. Pourquoi? Parce que il y a à la fois une demande et une exigence forte de reddition des comptes, y compris pour ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Notre modèle de gouvernance postule que la bonne gestion, la transparence, la sécurisation des ressources publiques ne sont pas seulement un principe éthique, c'est également une condition fondamentale pour la croissance, la création de richesses et par conséquent le bien-être des populations. Donc ce n'est pas simplement de la morale. D'accord. C'est une condition fondamentale. Alors, mais nul par conséquent ne peut être au-dessus de la loi. Absolument. Le principe... Et alors, ce qui théâtralise, ce sont plutôt ceux qui ont appelé, même à un moment, à ce que les procès en cours ne se tiennent pas. Ce sont eux qui théâtralisent. Oui, mais l'État, le rôle de l'État, excusez-moi, le rôle de l'État, c'est de déclencher une information judiciaire, c'est d'encadrer cette information, c'est de mettre en place toutes les conditions pour que la procédure soit transparente et équitable. Mais ce n'est pas l'État qui a manifesté. Il manifeste dans la rue. Le principe, il est quasi consensuel. Tout le monde est d'accord qu'il faut une reddition des comptes, il faut une bonne gouvernance dans ce pays. Mais peut-être c'est la procédure qui gêne un peu ceux qui s'opposent, l'opposition, l'ancien pouvoir. Je veux dire, la procédure, ils ont dénoncé par exemple la mise sur pied de cette cour de répression de l'enrichissement illicite. C'est d'ailleurs le problème fondamental aujourd'hui, disant que, bon, cette cour n'est pas habilitée à poursuivre ces responsables-là. D'abord, Omar, ce n'est pas Macky Sall qui a créé cette cour. Il l'a réhabilité. Oui, il a... Est-ce qu'on peut même parler de réhabilité? Quelque chose qui était là et qui a été réactivé. C'est aussi simple que ça. Celui ou ceux qui pensent que cette cour n'est pas légale n'ont pas supprimé cette cour alors qu'ils en avaient les moyens. Ensuite, il y a contradiction dans leur raisonnement. Là, je parle d'un point de vue tout à fait formel, parce que je ne suis pas juriste. Mais il y a une contradiction dans leur raisonnement. Dire que l'ancien président de la République avait le projet de supprimer la cour et soutenir en même temps que cette cour-là a été supprimée, il y a une contradiction dans les termes, premièrement. Deuxièmement,
La Cour de répression de l'enrichissement illicite est un dispositif spécial qui juge des faits